Les messages qu'effectuent ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Très bonne soirée à vous, chers amis téléspectateurs de la radio-télé de Wizani, la chaîne de l'excellence émettant le fichier de Bouma. Vous êtes partout à attendre cette émission. Votre programme de la soirée de tous les lundis à partir de 20h, parlons-en, que vous aimez bien, votre émission politique qui vous donne les informations politiques, qui traite l'actualité politique. Ce soir, je suis avec un invité avec lequel nous allons échanger sur un thème vraiment riche, purement scientifique. Je sais que vous ne serez pas déçus. Nous allons parler avec lui de la communication politique dans une entité. Vous savez que la communication politique, nous avons des politiciens, des hommes politiques qui parfois passent des messages à la population, mais on ne sait pas quelle nature des messages, quelle nature qu'a tous ces messages. C'est à découvrir dans cette émission, dans ce numéro de ce soir. D'emblée, je vous présente l'invité, ce professeur Germain Kouna, il est professeur de sciences politiques de l'université de Kinshasa. Il est ici avec nous ce soir de passage à Boma pour un séminaire atelier de renforcement des capacités des partis politiques de la ville de Boma. Alors nous avons profité de faire passer une émission avec lui pour que nous puissions, pour que la population soit informée d'une manière ou d'une autre. Bonsoir professeur. Bonsoir. Encore merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Nous avons profité de parler de la communication politique avec vous, comme vous êtes chevronné à la matière. Comme l'avons aussi annoncé sur notre page Facebook, non? Après cet atelier, vous aurez à suivre le professeur Germain qui va expliquer à la télévision qu'est-ce qu'est la communication politique, pourquoi une communication politique et la nature de la communication politique, son influence, son impact dans une entité. Professeur, une fois de plus, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Professeur, communication politique dans une entité. Alors, d'abord, nous allons commencer par la définition de la communication politique. C'est quoi? Parce que communication, nous savons que ce sont des échanges, mais le mot politique s'ajoute. Communication politique, c'est quoi par définition? Merci. D'abord, excuse-moi de dire que je ne suis pas chevronné. C'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, c'est te remercier aussi pour cette opportunité. Et quand on parle de la communication politique, cela renvoie au flux d'informations. Cela renvoie à la manière dont les institutions essayent de faire passer le message au niveau de la population. Cela renvoie aussi à la manière dont les acteurs politiques, à travers les journalistes, essayent de saisir, de cerner, de faire passer les messages au niveau de la population. Cela renvoie également au lien, au rapport qui existe entre les journalistes et les acteurs politiques. Cela renvoie aussi à la manière dont l'opinion publique, la vie de la population est perçue par les dirigeants. La communication politique, c'est aussi la manière dont le mass média essaye d'apporter des informations sur la manière dont les acteurs politiques essayent de gérer la cité. La communication politique, c'est aussi le marketing politique des hommes politiques, c'est-à-dire ces derniers cherchent à se vendre, à se faire connaître, à faire consommer leurs programmes. Bref, la communication politique, c'est tout ce qui permet aux dirigeants et aux dirigés
d'échanger, de rester en contact pour que les uns et les autres travaillent dans les cadres de l'amélioration des conditions de vie, ce qu'on appelle le bien-être collectif. Ce qu'on appelle par le bien-être collectif, alors, professeur, je ne sais pas, sa place et son influence dans notre société, dans notre milieu, parce que il y a plusieurs façons de communiquer politiquement. Alors, je ne sais pas, en ce qui concerne Boma, par exemple, pourquoi seulement la ville de Boma, et puis peu avant, on n'a pas eu vraiment l'occasion de suivre un tel séminaire. Pourquoi son impact dans les milieux locaux comme Boma? Bon, première des choses, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans un monde où l'information joue un rôle très important. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'information, il y a la spéculation. Et la spéculation engendre le rumeur. Et les rumeurs, quant à elles, produisent les déficits de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et lorsqu'il y a moins d'informations, ça engendre également les déficits de communication, ce qui crée aussi une crise de confiance. Et quand il y a trop d'informations, il y a la sursaturation, il y a la confusion. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique sans communiquer. Et en plus, nous sommes dans un système démocratique où un accent particulier est mis sur la participation citoyenne. Ça veut dire les citoyens ne subissent pas seulement les décisions, les effets décisionnels des dirigeants, mais ils participent également dans la prise de décisions. Et aujourd'hui également, avec la démocratie, nous avons des acteurs qu'on appelle étatiques et des acteurs non étatiques. Dans les acteurs étatiques, nous avons les gouvernants, les dirigeants, les autorités, mais nous avons également ceux qui concourent au suffrage, c'est-à-dire les dirigeants, les acteurs, le membre des partis politiques. Et ces étatiques sont en compétition. Chacun essaye de vendre son image pour montrer que c'est lui qui vaut mieux que l'autre. Et c'est là pour demander l'arbitrage du souverain primaire. Et quand vous comprenez les choses dans cet axe, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle l'espace sociétal. Et l'espace sociétal, il est national, d'abord international, national, provincial et local. Et donc, il y a une dimension de la base qui doit être cernée. Et dans notre logique, dans notre philosophie, en tant que centre de recherche, en tant que think tanks de l'Université de Kinshasa, nous estimons qu'il faut essayer de prendre tout le monde déjà à partir de la base, les former dans le cadre de la communication politique. Et si on le fait au niveau local, on doit le faire naturellement au niveau provincial, au niveau national. Et ici, le lieu de dire que nous l'avons déjà fait au niveau national, nous l'avons déjà fait au niveau provincial et nous le faisons aujourd'hui au niveau local. Peut-être demain, si nous avons encore plus d'occasion, on peut le faire encore au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau des territoires, au niveau des communes. L'objectif ici, c'est d'aider les acteurs politiques locaux, urbains si vous voulez, à comprendre comment, à travers la communication politique, ils peuvent d'une part créer une opinion publique dynamique, capable de participer politiquement, mais aussi créer des passerelles entre les acteurs de l'opposition et de la majorité pour qu'ils essayent de changer. Parce que j'aime toujours le dire, la finalité de toute action politique, c'est de concourir au bien-être de la population. Nous avons tous un seul objectif, c'est celui du développement de notre cité. Et tant que les acteurs politiques n'auront pas ça dans leur tête,
c'est-à-dire ceux qui gèrent déjà les partis politiques aujourd'hui, qui sont probablement les dirigeants de demain, probablement les dirigeants d'aujourd'hui, certainement les dirigeants d'aujourd'hui, ils doivent avoir cet état d'esprit, savoir échanger, savoir discuter, savoir apporter les vrais messages au niveau de la population et obtenir d'elle, de la population bien entendu, des inputs pour qu'ensemble on travaille en édifiant une société juste, démocratique, où il fait beau vivre, où chacun trouvera sa part, où chacun jouera son rôle. Et ainsi, on va avancer. Alors, professeur, dans ce cas, qui sont acteurs de la communication politique? Sinon, acteurs de la communication politique. De manière générale, il y en a trois. Il y a trois. Il y a d'abord les étatiques, c'est-à-dire les gouvernants, les membres des partis politiques, comme nous l'avons fait, ce que nous appelons donc les artères étatiques. Le deuxième acteur clé de la communication politique, il s'agit des journalistes. Ceux-ci qui sont utilisés, à qui on recourt pour véhiculer le message. Et enfin, il y a l'opinion publique. Quand on parle de l'opinion publique, cela renvoie à l'avis d'une population dans un strate organisationnel bien déterminé, c'est-à-dire le point de vue de la population. Est-ce que la communication politique peut aussi avoir des fondements? Bien sûr, la communication politique, il faut le dire, a trois fondements. Les premiers fondements de la communication politique, c'est l'existence d'un espace démocratique. Nous ne pouvons pas avoir la communication politique lorsqu'on escamote ou lorsque la démocratie n'a pas tous ses galons de noblesse. Parce que vous savez, avec les systèmes démocratiques, l'accent est mis sur la liberté. Et cela nous renvoie au deuxième fondement de la communication politique, c'est la liberté d'expression. Et cette liberté ne doit pas aller à l'encontre de bonnes vies et mœurs, ne doit pas aller à l'encontre de l'ordre public. C'est-à-dire, lorsqu'on exerce sa liberté, on ne peut pas l'exercer en marginalisant, en escamotant les bonnes conditions de bonne vie et mœurs, mais également le respect de l'ordre public. Et troisième fondement, il faut les dire, c'est qu'il faut que ceux qui essayent de faire la communication politique respectent certaines normes. Et quand on a ces trois facteurs mis ensemble, nous avons les fondements même de la communication politique. Je ne sais pas, certaines pratiques dans notre pays, par exemple, où il y a l'interruption des manifestations, ou sinon les opinions des gens, pensez-vous qu'on peut parler d'un système démocratique fonctionnel en ce qui concerne la communication politique dans notre pays? Parce que jadis, nous savons ce qui s'est passé parfois, on réprimait des forces, il y a des gens qui ont rempli peut-être toutes les formalités, ils ont écrit à l'autorité pour une manifestation quelconque politique ou sinon un meeting, mais subitement nous voyons des policiers, donc on barre la route à une catégorie de personnes, on ne fait pas ce que les opinions soient respectées ou sinon soient consommées par la base. Est-ce qu'on peut parler d'un système démocratique fonctionnel dans ces cas? Bon, tu sais, quand on fait un recul historique, nous sommes un pays qui est passé par plusieurs étapes. Et je le dis sans crainte d'être contredit, en 1959, nous avons commencé la belle aventure de la démocratie. Parce que pendant la colonisation, c'était la dictature. En 59, 60, 61, nous étions dans un système démocratique. Avec l'assassinat de Lumumba, nous sommes entrés dans une période de turbulence. Puis vint la dictature mobusienne. Et puis 90,
une ouverture démocratique qui sera stoppée en 1997. On va connaître une période de turbulence proche de la dictature jusqu'en 2003. Et il y aura une nouvelle ouverture à partir de 2003 jusqu'à ce jour. Ceci pour autant dire que nous sommes en train d'aller vers la consolidation des acquis démocratiques. La démocratie, je l'ai toujours dit, c'est les moins mauvais systèmes politiques, les moins mauvais régimes politiques. Et la démocratie a des avantages, elle a aussi des faiblesses. Si je dois parler de moi, oui, j'aime la démocratie, mais pas comme on veut l'appliquer stricto sensu. Notre pays a un problème de valeur individuelle sur la démocratie. Il y a des acteurs étatiques qui font preuve de respect de certaines valeurs démocratiques. Il y en a d'autres qui en font moins. Le problème, en fait, c'est lorsque on veut conserver le pouvoir ou l'exercer en marge des dispositions unanimement acceptées par tous. Nous avons une constitution qui crée un État démocratique. Si tout le monde respecte ce que dit, prévoit la constitution, nous sommes bien partis. Mais ce n'est pas tout le monde qui le respecte. Hein? Je dis cela pourquoi? Parce que dans ces mêmes pays, vous irez dans des provinces où les choses sont vraiment en ordre. Vous irez dans d'autres où les choses ne marchent pas. Vous irez même au sein d'une même province, dans une ville, les choses vont mieux que dans une autre. Vous irez même au sein d'une même ville, dans une commune, les choses sont mieux que dans une autre. Donc c'est plus un problème d'homme. Il y a un auteur, Lamartine, qui disait « La politique ne vaut que ce que valent les hommes qui la font ». Donc la valeur d'une démocratie ne se mesure que par celle du dirigeant et des dirigés. Parfois, on a tendance de croire que c'est plus des dirigés qui a des problèmes de valeurs démocratiques. Mais aussi, ceux qui ne sont pas au pouvoir, j'aime toujours le dire, vous voyez des partis politiques qui crient du jour au lendemain, chaque jour, démocratie, démocratie. Mais au sein de ces partis politiques, il y a un président à vie. Au sein de ces partis politiques, il n'y a jamais d'élection de communaux, des dirigeants provinciaux. Il y a toujours des nominations. Donc, il y a des partis politiques qui sont aussi condamnables. Et vous prenez ces dirigeants des partis politiques, vous les mettez à la place de ceux qui sont aux affaires, vous retrouvez les mêmes problèmes qu'on a condamnés. Donc, la démocratie dans notre pays existe sur papier, mais il y a un déficit au niveau de certains hommes politiques. Mais maintenant, face à cette situation, pouvons-nous avoir la communication politique efficiente? J'ai dit oui. Oui, dans la mesure où il faut savoir comment faire sa communication politique. Il y a une stratégie que certains utilisent pour faire passer leur message. Malgré que nous sommes dans une situation où la démocratie n'a pas tous ses galons de noblesse. J'aime toujours donner l'exemple de la leader Pes. Pendant la dictature, elle a fait une communication politique qui était efficiente. Mais dans la clandestinité, ils ont fait passer une communication politique. Donc il y a moyen de faire passer son message, d'atteindre tout le monde, de communiquer politiquement, mais il faut connaître quel est l'état dans lequel on se trouve. Et face à ces tableaux, vous développez des astuces stratégiques qui vous permettront d'atteindre tout le monde et de faire votre communication. Vous suivez l'émission Parlons-en depuis la RTDN. Sur ce plateau, nous avons les professeurs Germain Kouna qui nous parlent de la communication politique dans une entité. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'espace public et les enjeux dans la communication politique? Bon, tu sais, quand
quand on parle de l'espace public, ça nous renvoie à la société étatique. Et il y a beaucoup d'enjeux. Même quelques... Et il y a beaucoup d'enjeux. Et ces enjeux doivent être stratifiés. Les dirigeants, leurs concurrents, les partis politiques, mais aussi l'opinion, chacun a ses enjeux. Par exemple, pour ceux qui sont au pouvoir, le plus grand enjeu, ou l'un des plus grands enjeux, c'est de démontrer qu'ils sont en train de travailler pour le bien-être collectif. Donc chaque fois qu'un acteur qui est au pouvoir parle, il doit constamment démontrer qu'il travaille pour le bien-être collectif. Mais aussi, il doit prouver par ses attitudes, ses comportements quand il parle, qu'il éprouve des difficultés et qu'il requiert par ailleurs le soutien populaire pour rester et faire son travail. Mais aussi, il peut démontrer à travers sa communication politique qu'il n'y a pas mieux que lui. Tout ça, ce sont des stratégies que un dirigeant, ceux qui sont au pouvoir, peuvent mettre en avant-plan quand ils font leur communication politique. Par ailleurs, ceux qui sont dans l'opposition, les concurrents, ils doivent montrer qu'ils sont une alternative crédible face à ceux qui sont au pouvoir. Et c'est là à travers des critiques constructives. Il ne faudrait pas s'attaquer aux individus, il ne faudrait pas s'attaquer à ce qu'est quelqu'un, mais il faudrait, à travers la gouvernance, démontrer que ce qui est fait ne devrait pas l'être. Et que si c'était lui, il ferait mieux. Ça, c'est le côté des concurrents. Des concurrents. Ils doivent être capables de défabriquer, de déconstruire ce que les autres font. Et ça, il faut de l'intelligence. Et j'aime toujours le dire, qu'il est plus facile pour celui qui est en dehors du terrain de voir les erreurs de celui qui est sur terrain en train de jouer. Et il peut profiter de ses faiblesses pour essayer de démontrer que lui vaut mieux que ceux qui sont au pouvoir. Et il y a un autre enjeu, là c'est pour l'opinion publique, c'est que l'opinion publique doit être capable d'avoir des idées et amener les gouvernants à respecter ce qu'elle veut ou de s'abstenir de faire autre chose. Donc on essaye de pousser les dirigeants à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Tout ça, ce sont des enjeux. Chacun se plaçant à son niveau et essaye de démontrer que telle chose ou telle autre ne devrait pas être faite ou devrait être faite. Alors maintenant, du côté des concurrents, est-ce que vous pouvez illustrer ça par un exemple dans la scène politique congolaise, par exemple? Même dans le passé. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes dans un pays, je prends plus les cadres macro, le président de la République crée un gouvernement de 65 personnes. Okay? Il est dans cette logique. Il va démontrer, parce qu'il est gouvernant, que c'est ce qu'il faut pour le moment, pour la pays, pour tout ce que vous voulez. Mais un concurrent politique peut déclasser cet argument partant de l'expérience, disant par exemple, aucun gouvernement éléphantex n'a été efficace. Vous ne pouvez pas avoir 65 ministres dans un pays où vous avez un budget de 5 milliards. Excusez-moi, je ne suis pas opposant, j'essaie de donner. Hein, parce que 65 ministres, ça veut dire qu'il faudrait 65 Prado TXL qui coûtent 80 000 $. Vous faites 80 000 $ fois 65, ça vous donne ce que ça vous aurez. Et 65 membres du gouvernement, il faut des frais d'installation. C'est 6 mois de leurs émoluments.
je ne sais pas combien touche un ministre, mais il semble que c'est entre 6 et 10 000. Si nous prenons entre 10 000, vous faites 10 000 fois 6 fois 65. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà dire qu'avec ces gouvernements, rien qu'en entrant en fonction, ces gens vont prendre plus de 20 millions de dollars à eux. Donc, vous voyez, on peut, avec des arguments pareils, détruire, déclasser le point de vue et dire, par exemple, si nous accédons au pouvoir, notre gouvernement sera de 30 personnes. Donc, au lieu de 20 millions, on aura 10 millions. Les 10 millions là, nous allons construire des routes, nous allons construire... Tu vois, ça, ce n'est qu'un exemple que je donne pour dire qu'on peut déclasser facilement l'argument de ceux qui sont au pouvoir quand on est en dehors. Tout simplement. Merci beaucoup, professeur Germain. Vraiment, c'est très intéressant, un sujet combien important pour la population commatracienne et puis nos différents partis politiques qui jusqu'ici, il y a un déficit d'information d'abord et puis une certaine confusion en la matière. Les gens, parfois, ne sont pas en mesure de comprendre comment fonctionne. Donc, lorsque nous utilisons des termes, parfois, que nous ne maîtrisons pas. C'est vraiment important. Alors, est-ce qu'on peut parler des principes de la communication politique? Il y a Ça beaucoup, obéit il y a beaucoup de principes. J'aime dire toujours, la première chose quand on fait la communication politique, c'est qu'il faut être correct. N'est-ce pas? Il faut être juste. Il faut dire la vérité. C'est vrai. Quand bien même les gens disent que non, la politique, c'est du mensonge. J'ai toujours trompé. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Les gens trompent en politique parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. D'ailleurs, ça fait plaisir en politique de dire la vérité. Ça fait énormément plaisir. Et dans des sociétés où les choses sont bien organisées, lorsque quelqu'un est compétent, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait là où il amène les gens, il doit dire la vérité. Chez nous, c'est parce que, excusez-moi, les gens font preuve d'une certaine incapacité politique. C'est comme ça au monde. Et j'aime toujours le dire, pourquoi aujourd'hui des chaînes comme le RFI, France 24, ou les chaînes étrangères d'une manière générale ont de l'ampleur dans ces pays? C'est parce que nous avons des dirigeants qui n'aiment pas toujours dire la vérité, qui aiment toujours cacher les choses. Les jours où nous aurons dans ces pays des dirigeants qui disent, bon voilà, les salaires du chef de l'État c'est autant, et nous avons reçu autant, nous avons fait ceci, la transparence dans la gestion des affaires publiques, vous verrez que RFI va fermer. Ils n'auront plus la même ampleur parce que nous aurons des dirigeants qui diront la vérité. Pour dire que ces chaînes internationales se font de l'argent à cause de notre mauvaise foi des Exactement. Ces chaînes ont pris de l'ampleur parce que nous masquons, nous communiquons mal. La communication politique est mal faite chez nous. C'est comme ça que nous avons des chaînes qui prennent de l'ampleur. On n'aurait pas besoin de fermer, par exemple, de couper les signaux de RFI. Excusez-moi de parler d'une chaîne périphérique. Dans votre chaîne, c'est de la concurrence déloyale, excusez-moi. Mais c'est tout simplement parce qu'on a besoin de cacher quelque chose. On ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe. C'est comme ça qu'on ferme. Mais le jour où les gens seront dans une logique de dire clairement les choses, il n'y aura pas de problème. Et autre chose, nous sommes dans des principes, il y a la dimension de la rhétorique politique. Lorsque vous êtes en train de faire la communication, vous dites les mots clairement, comme on aime dire, vous dites les choses sans passer par le dos de la cuillère. Hein, et ça sera sympathique, ça va apporter un plus dans la communication politique. Mais aussi quand on fait la communication politique, il y a le sens de l'argumentaire. Il faut savoir argumenter, dire les choses de manière à convaincre les gens. Et on dit toujours ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Donc c'est ça l'argumentaire. Vous dites des choses correctement, bien, proprement
et vous verrez qu'il y aura moins de problèmes. Et ça sera une communication limpide, une communication claire, une communication qui va faire du bien à tout le monde. Vous suivez l'émission Parlons-en. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, nous sommes en train de parler de la communication politique dans une entité avec le professeur Germain, professeur des sciences politiques de l'université de Kinshasa. Alors, professeur, merci beaucoup pour toutes ces expressions, mais quand même, nous devons aussi parler, permettez-moi s'il vous plaît, des enjeux politiques de l'ère du pays, bien que vous êtes purement scientifique, mais vous avez aussi droit à émettre votre avis par rapport aux enjeux politiques de l'ère du pays. Alors, professeur, aujourd'hui, est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à la manière dont le pays est géré avec une coalition, FCC Cash par exemple? Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à cette coalition qui gère aujourd'hui? Parce que nous, apparemment, il y a les deux partis qui sont là dans un terrain, ils se cherchent, et puis tel parti veut primer sur l'autre. Apparemment, l'essence de cette alliance, on ne comprend pas, c'est vraiment une ambiguïté totale. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à l'alliance Cash FCC? Bon, j'ai déjà eu le temps de le dire. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue stratégique. Pour moi, je considère que c'était une erreur. C'est une erreur de la part de Cash de faire une alliance avec le FCC. Parce que cela va à l'encontre du choix des Congolais. Les Congolais, à travers les élections, ont prôné la rupture. Et je suppose qu'à travers ces élections, il fallait qu'il y ait une cohabitation. La constitution de notre pays a prévu la cohabitation, c'est-à-dire le président qui n'a pas la majorité, il doit se contenter de sa position et laisser ceux qui ont la majorité travailler. Et chacun jouerait en ce moment-là son rôle. Et comme on n'est pas allé à la cohabitation, nous sommes dans la coalition, nous aurons tous les problèmes qui soulèvent une situation de coalition. Deuxième chose, là je considère encore comme c'est un problème. À partir du moment où ils ont accepté une coalition entre les FCC et Cash, ça suppose que les deux deviennent un seul truc. Et quand les deux deviennent un seul truc, il faut qu'il y ait un seul chef. Donc on ne peut pas avoir les FCC Cash avec deux chefs. Logiquement, à mon entendement, si les FCC et les Cash se muent en un truc, il faut qu'il y ait un seul chef. Et donc, on ne peut pas avoir deux chefs. Alors par là... Donc, à mon avis, soit c'est l'autorité morale. D'abord, je n'aime pas le concept d'autorité morale parce que... C'est ça, parce que tout devient le temps, l'autorité morale... Ce concept est illégal et nous devons même le supprimer parce que ce n'est pas normal. Donc, soit c'est le responsable du FCC qui doit devenir le chef du FCC et Cash, donc ils se mettent d'accord, on le désigne chef de la coalition FCC Cash, soit c'est l'actuel président qui devient le chef du FCC Cash. À partir du moment où il n'y a pas un seul chef parmi les deux, ça pose problème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une coalition où il y a une majorité. On ne peut pas avoir deux chefs d'une majorité. On doit avoir un seul chef. Et à partir du moment où il y a un seul chef, tous les débats doivent se faire à l'interne. On appelle ça la dynamique décisionnelle. Donc on doit démocratiser les FCC et Cash. Et peut-être supprimer les noms FCC Cash, trouver une autre dénomination pour cette coalition. Pourquoi pas l'appeler majorité présidentielle rénovée? Et en ce moment-là, on crée des structures et on peut avoir un seul parti. Toutes ces plateformes peuvent devenir un seul parti.
N'oublie pas, parce que nous sommes dans une logique où, avec le seuil, on voudrait réduire sensiblement le nombre de partis. Nous sommes l'un des rares pays au monde où on a 604 partis politiques. Aucune démocratie sérieuse, normale, ne peut fonctionner avec 604 partis et 77 regroupements politiques. Donc, j'ai toujours dit, à partir du moment où ils sont à ce niveau-là, ils doivent se dépasser et créer un seul parti politique. Pourquoi pas? C'est utopique, les gens me le diront. Oui, mais c'est ça la cohérence politique. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Donc, à partir du moment où ils sont ensemble, ils doivent désigner un seul chef. Et tous avoir une seule charte, ils doivent suivre, respecter cela. Et la troisième chose, je l'ai toujours dit, à partir du moment où il y a une coalition, il faut qu'il y ait un programme. Et ce programme doit avoir comme sous-bassement, je ne cesse de le dire, trois choses. La justice, l'autosuffisance alimentaire et l'administration. Est-ce que vous pouvez expliquer chaque point par point? C'est simple. La justice, on ne peut pas bâtir une société comme la nôtre en escamotant les dispositions judiciaires. C'est-à-dire, nul ne peut être au-dessus de la loi. Tout le monde, en commençant par les présidents de la République. J'aime toujours le dire, quand on est président, on n'est pas l'homme le plus fort. On est l'homme le plus faible. Un président ne peut pas être l'homme le plus fort. Il doit être l'homme le plus faible. C'est-à-dire, c'est lui envers qui la loi doit être plus sévère. Il doit rester dans le strict respect de ses compétences constitutionnelles. Et un président de la République, son salaire doit être connu de tous. Ses mouvements doivent être connus de tous, en dehors des aspects strictement sécuritaires. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de vie privée, il n'a que de vie publique. Et il a le devoir de la rédévabilité, même s'il est irresponsable devant le Parlement. Mais il n'y a pas que le président de la République. Tous ceux qui sont dans la machine institutionnelle, ils doivent être en dessous de la loi. Ils doivent respecter les dispositions légales. Et à partir du moment où ceux qui sont au sommet respecteront les dispositions légales, à comme forte raison, ceux qui sont à la base, ce qui détruit considérablement ce pays, excusez-moi de le dire, c'est parce qu'il y a des intouchables. Il y a des gens qui peuvent voler et on ne leur fera absolument rien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent détourner de l'argent, parce qu'il y a des gens qui peuvent commettre des actes politiquement incorrects et on ne fera rien sur eux. Donc il faut qu'on casse cette logique des intouchables. Il faut que le magistrat soit celui qui s'est saisi de toute infraction et capable de traduire qui que ce soit en justice. Si nous atteignons cette dimension, on est parti pour le décollage. La deuxième chose, je l'ai toujours dit, c'est l'autosuffisance alimentaire. Passer partout, les gens ont faim. Les gens ne mangent pas bien. Nous sommes l'un des pays au monde où la population est incapable de manger à sa faim. Partout où vous passez, les gens vous disent on a faim. Les denrées alimentaires coûtent cher, mais en plus, nous importons pratiquement tout. Nous ne pouvons pas, dans un pays comme celui-ci, importer les riz, importer les maïs, importer de l'huile, importer des haricots, importer les arachides. Nous ne pouvons pas, dans un pays comme celui-ci, importer des pommes. On ne peut pas, dans un pays comme celui-ci, importer la mayonnaise. Ce sont des choses que nous devons produire. Et c'est possible de produire dans ces pays. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. 80 millions. Et notre pays est jonché de fleuves, des rivières, des lacs. Nous avons même l'océan. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour que nous ne mourions pas de faim. Curieusement, avec tout ça,
la situation est catastrophique. Je vous dis vrai, le jour où nous aurons des autorités qui vont lutter contre la famine, les gens vont crier ici, comme on disait à Mobutu, 100 ans. Et la troisième chose, c'est l'administration. Je l'ai toujours dit, celle-ci est morte dans notre pays. Elle était agonissante, mais aujourd'hui elle est morte. Nous sommes l'un des rares pays où les fonctionnaires ont perdu toute sa valeur. Les fonctionnaires ne travaillent plus. Il y a en près de, on parle d'1,2 million fonctionnaires qui ne font rien. Dès que vous arrivez à la fonction publique à 7h30, il n'y a personne. Personne. Et quand vous y retournez à 15h, il n'y a personne. Les premiers fonctionnaires arrivent au bureau à 10h et repartent à 13h. Et à la fin du mois, ils sont payés. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. La fonction publique est morte. Pourtant, c'est la fonction publique qui prépare les décisions pour les autorités publiques. C'est la fonction publique qui assure la continuité de l'État. C'est la fonction publique qui permet à ce que l'intérêt général soit garanti. Mais remarquez chez nous, les 3 fonctions ne sont remplies que par les cabinets ministériels. Qui sont dans les cabinets ministériels? Excusez-moi de le dire, c'est des frères, des sœurs qui ne maîtrisent pas toujours les ABC de l'administration publique. Bref, nous avons un État qui est bloqué parce que la fonction publique, l'administration publique, les agents publics de l'État ne travaillent pas. Donc, pour moi, ce sont les 3 axes. Dès qu'on essaye de le booster au niveau de notre gouvernement, ça pourrait changer les choses. Si on va en dehors de ces 3 axes prioritaires, les choses ne marcheront pas. On me dira, mais la paix dans l'Est. Oui, mais la paix dans l'Est trouvera la solution si on a la justice et si l'administration fait correctement son travail. Vous savez que l'armée fait partie de l'administration. Mais comment fonctionne notre armée? Je ne peux pas le dire ici. Ce sont des questions sensibles. Mais notre armée, notre police, nos services de renseignement, même ceux qui sont là-dedans, éprouvent des difficultés. Vous verrez des agents de l'ANR qui vous disent qu'ils sont NI, ça fait 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Mais il est agent de renseignement, il n'est pas payé. Et combien sont-ils ces enseignants qui travaillent 10 ans, 15 ans, NU, c'est-à-dire pas de salaire. Alors par là, professeur, cette décision de la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, est-ce que c'est une bonne décision de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents eux-mêmes? D'abord, il y a une chose qu'on ne dit pas. Et c'est là où il y a un problème de communication politique. On n'a pas supprimé tout. On a supprimé quelques postes que les parents payaient. Vérifiez, vous êtes journaliste. Est-ce qu'on a dit que les parents payeront 000? Nous sommes là, vous allez payer. Renseignez-vous. En fait, il y a des rubriques qui étaient prises en charge par les parents. On dit désormais ces rubriques-là ne seront plus payées. Mais il y a des mines normales. Il y a un montant que les parents payeront toujours. C'est là aussi il y a un problème de communication. Il faut que les ministres disent, est-ce que c'est 000 ou on diminue à tel prorata? Ça, c'est un problème de communication. Mais je pense que, idéalement, c'est bon que les frais soient gratuits. Gratuits. Un parent envoie l'enfant à l'école, il ne paye rien à l'école primaire, même à l'école secondaire. Et même à l'université. Nous l'avons vécu dans ces pays, quand on parlait de bourses d'études. Dans ces pays, à une certaine catégorie, on peut faire exception. L'idée est très bonne. Elle est constitutionnelle de toutes les façons. Elle est constitutionnelle. Nous devons appuyer toute initiative qui va dans le sens d'aller vers la gratuité. C'est le souhait.
Mais il faut qu'on nous dise combien est-ce que les parents vont désormais payer. Parce qu'en lisant cette décision, j'ai l'impression qu'on nous cache quelque chose. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications. Professeur, maintenant, nous allons chuter pour terminer notre émission. Quelles sont les pistes de solutions pour une bonne communication politique dans un milieu local, par exemple? Bon, tu sais, j'aime toujours le dire, quand on est dans un endroit comme celui-ci, on ne parle pas toujours de pistes de solutions parce que les gens peuvent toujours mal comprendre. Il y a ce qu'on appelle la dimension stratégique et une dimension opérationnelle. Sur le plan stratégique, quand on veut faire une bonne communication, il faut comprendre ce qu'on veut. D'abord, comprendre à qui on s'adresse et savoir quelle sera la réaction de ceux-là qui constituent votre cible communicationnelle. C'est la base. Dès lors que tu réuniras tout ça, tu vas maintenant opérationnaliser à travers les outils à votre disposition. Il y a les outils classiques, traditionnels, mais aussi les outils modernes. Par exemple, est-ce qu'il faudrait passer par un communiqué? Est-ce qu'il faut passer par un message? Est-ce qu'il faut passer par une émission spécialisée? Est-ce qu'il faut passer par une marche? Est-ce qu'il faut passer par le porte-à-porte? Ainsi de suite. Bref, quand on veut faire la communication, il faut réunir des atouts stratégiques et opérationnels. Merci beaucoup, professeur, pour votre façon de bien expliquer. Alors, en ce qui concerne la vie à Boma, parce que, disons-le quand même, vous êtes des Boma, je pense. Oui, je suis Boma, très naturellement. Comment vous avez trouvé la vie? Parce que vous étiez avec les partis politiques, vous avez à communiquer. Qu'est-ce que vous avez à décerner comme problème, comme souci au niveau de tous ces représentants des partis politiques? Est-ce qu'il y a quand même, selon vous, il y a quand même une relation entre les sommets et puis la base, au niveau national, où se trouvent tous ces leaders, et puis au niveau local, où se trouve la base, ou sinon les états-majors de ces partis politiques? Est-ce qu'il y a quand même une communication politique fiable, selon vous? Merci beaucoup. Tu as dit une chose, je suis de Boma, j'aime beaucoup Boma. C'est la ville que j'aime le plus. C'est une ville merveilleuse, une ville qui m'a vu naître, grandir. Et je suis un passionné de la ville de Boma. Boma, c'est une ville qui n'est pas isolée. Elle évolue dans le système Congo. Je dirais même Boma, c'est un sous-système de la province du Congo central. La province du Congo central elle-même, un sous-système de l'État congolais. Et donc, tout ce que vous avez comme situation générale au niveau du pays, au niveau de la province, a des répercussions au niveau de la ville. Boma ne sera jamais forte tant que la RDC sera faible. Boma ne sera jamais riche tant que la RDC sera pauvre. Donc, Boma a un destin qui est inextricablement lié à celui de notre pays. Et donc, le sommet doit bouger, donner l'impulsion, donner les moyens pour que Boma crée à son tour des moyens. J'ai toujours dit, ce n'est pas à la province de donner l'argent à Boma, mais à la province de mettre Boma dans des conditions telles qu'il puisse produire son propre argent. Et les acteurs, les jeunes, les politiciens que nous avons réunis à Boma, je les ai trouvés exceptionnels, formidables, des gens qui ont la soif de contribuer au développement de leur vie,
des gens qui ont la soif d'apporter un plus. Et je l'ai senti dans des interventions, des gens qui veulent voir que les choses changent. Et ce n'est pas seulement eux, mais je crois que c'est les désirs de tout un chacun, de tout un Congolais. On veut que notre pays change, on veut que notre pays connaisse un vrai essor. Et on est en train d'éviter. Mais les problèmes ne manquent pas. Je l'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas le problème. Les problèmes, c'est lorsque on est incapable de trouver des solutions. Et c'est cet aspect que je n'ai pas beaucoup apprécié, que je stigmatise, c'est de vouloir toujours attendre que l'autre fasse. Il y a un président américain qui aimait dire, ne dites pas toujours ce que l'Amérique doit faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour l'Amérique. Et je crois que c'est ce que les Baumatraciens doivent commencer à faire aussi. N'attendez pas toujours l'Amérique, n'attendez pas toujours la commune, mais vous-même. Il y a un auteur, Fritz, qui disait « L'homme doit être acteur de son propre développement ». Et il y a un autre économiste, Mendeleev, qui a dit « La somme des vices privés fait les vertus publiques ». C'est-à-dire, chacun là où il doit être acteur de son propre développement. Il doit lutter pour son bien-être. Il doit lutter pour l'amélioration de son système. Et si tout le monde, là où il est, essaie de lutter, travailler pour son bien-être individuel, cette somme-là fera le boom au niveau de la vie. Et cela veut dire que chacun doit mettre de l'ordre dans sa vie déjà personnelle, dans la vie de son association, dans la vie de sa communauté. À ce moment-là, nous allons avancer. Je vous ai dit tantôt que la faiblesse de notre système démocratique, ce sont les valeurs des hommes. Nous devons lutter pour avoir des hommes pleins de valeurs. Pleins de valeurs, des hommes pleins de vertus. Et c'est de cette manière que nous allons tous contribuer à la consolidation de notre système. Tu sais, la vérité chez nous, c'est que nous avons moins de meilleurs. Nous avons très peu de meilleurs. Nous avons beaucoup de moyens. Et nous avons beaucoup de médiocres. Les jours où nous allons inverser la tendance, c'est-à-dire beaucoup de meilleurs, les meilleurs vont phagocyter les moyens et les faibles. Mais nous sommes aujourd'hui dans un circuit tel que ce sont les moyens qui phagocytent et les meilleurs et les médiocres. Et donc nous sommes là en train d'avancer et de reculer à la fois. Et c'est tout ça qui doit changer. Et là, la responsabilité, ce n'est pas seulement aux dirigeants, mais c'est aussi à nous intellectuels, les philosophes. Nous devons réfléchir, produire des idées, envahir notre société des idées, produire des ouvrages, produire des connaissances qui vont révolutionner notre système culturel, notre système économique, notre système social. Parce que le modèle que nous avons hérité de la colonisation, je l'ai dit, il est dépassé. Nous devons réinventer notre social. Nous devons réinventer notre social. Nous devons réinventer notre culture. Et si ce flux d'idées va changer la société, s'il n'y a pas de flux d'idées, croyez-moi, 20 ans après, nous en serons encore là. Merci beaucoup, professeur Germain Kouna. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, le numéro de ce soir. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Alors, votre dernier mot pour ce numéro et puis votre passage à Boma. C'est pas votre dernier mot. Bon, je n'aime pas les concepts des derniers mots. Parce que pour ce numéro, nous aurons peut-être d'autres peut-être. Moi, je peux conclure l'émission. Ce n'est pas les derniers mots. Tu n'as pas déjà ignoré. Non, les derniers mots pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous devons travailler pour l'essor de notre ville. Merci à vous aussi.
et plein succès à notre société. Merci pour ça. En tout cas, merci d'être fixé. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro avec le professeur Germain Kouna, professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa, de passage à Boma pour un séminaire atelier de renforcement des capacités des partis politiques de la ville de Boma, avec comme thème la communication politique en milieu local. Professeur, nous vous disons grand merci pour cet entretien. Merci d'avoir décortiqué la quintessence de la communication politique. Nous aimerions à ce qu'à chaque fois vous serez à Boma pour des entretiens, pour des séminaires, pour des échanges, que vous puissiez encore visiter notre plateau pour des éclaircissements au niveau de la population. En tout cas, si vous avez suivi cette émission, dites merci à Arnold Mumba qui l'a réalisé. Et puis dites aussi merci à l'équipe technique de la RTDN et tous les techniciens qui y travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire en sorte que la RTDN soit toujours la meilleure chaîne, comme ça a été proclamé, meilleure chaîne du Congo central. En tout cas, à nous revoir pour un autre numéro. Quant à moi, et puis suivez cette émission sur YouTube, tapez Parlons-en RTDN. Vous allez suivre ça pour nos amis qui sont de la diaspora et puis partout ailleurs. En tout cas, professeur, nous vous remercions. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Combien d'états, ça fera encore vos discords. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.